Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon bureau, je l'ai enfin installé correctement. Voilà, petite vidéo de rentrée 2014. Nous sommes aujourd'hui le 25 août, c'est la rentrée scolaire. Donc enfin, je me suis débarrassé de mes gosses. Après 2 mois assez extraordinaires et sympathiques avec eux, je commençais vraiment à en avoir marre. Les amener ainsi à une activité par là, bien sûr, dans la ferme, on s'occupe du potager, dans notre base autonome durable, il y a énormément d'activités. Puis on a été à la mer, c'était sympa. Mais enfin, ouf, enfin je peux commencer à bosser. Voilà, donc merci l'éducation, l'instruction publique ici en Suisse. Voilà, alors je voulais faire une vidéo pour réagir un petit peu aux informations, aux nouvelles de cet été. C'était un été assez rempli, bien fourni en informations, en nouvelles de toutes sortes, en grande crise à travers le monde. Et ce que je voulais, c'est remettre un petit peu ceci dans un contexte. Alors tout d'abord, je déteste réagir aux actualités. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce que souvent les informations sont manipulées, souvent elles sont fausses, souvent elles essayent d'atteindre notre émotionnel. Et donc, nous empêchent de réfléchir avec le rationnel, avec la mesure et avec la circonspection est nécessaire, et puis de trouver les causes, les tenants et les aboutissants de chaque information et de chaque événement qui est censé être derrière cette information. Et donc je me méfie. Et puis également, j'ai l'expérience, en fait, depuis la guerre du Golfe, la première, en 1990, je me souviens que j'étais à l'université, et donc il y avait cette guerre du Golfe qui se préparait, et où on nous montrait dans les journaux que les Irakiens, c'était des monstres, ils avaient mangé les bébés, en tout cas, il y avait cette fameuse histoire, on avait sorti les bébés des couveuses de Kuwait City, etc. Et on l'a su plus tard, évidemment, que c'était inventé. Bref, il y avait toute une propagande où on essayait de déshumaniser les Irakiens, on nous montrait Saddam Hussein comme le fils d'Hitler et de Staline, etc. Et je me souviens que, comme il y avait beaucoup d'informations et que j'étais un peu fasciné, c'est la première guerre que je vivais vraiment en tant que jeune adulte, en tout cas par les informations, j'avais gardé énormément de coupures de journaux, de magazines, etc. Et puis, comme je faisais mes études, j'avais autre chose à foutre que tous les lire. Donc forcément, je les ai gardés, je les avais mis sur un tas. Et puis, forcément, on les oublie. Et une année ou deux plus tard, j'étais retombé dessus. Et évidemment, avec le recul, notamment par rapport à ce qu'on nous faisait croire que l'Irak c'était la 3e armée du monde, que ça allait être extrêmement difficile et qu'il fallait le soutien total de la population occidentale contre cet affreux dictateur. Eh bien, après on s'est rendu compte qu'ils ont cassé un œuf entre une enclume et un marteau de 200 kilos, et que finalement les armées essentiellement américaines et puis occidentales, avec les Syriens, enfin bref, avec quelques auxiliaires, quelques Freiwilliger du coin, eh bien l'Irak a été, les armées irakiennes ont été pulvérisées, ce qui a été très différent de ce qu'on nous avait promis. On nous avait dit ça va être une guerre difficile, etc. Bon bref, c'est comme ça. Et donc j'ai vraiment pris conscience, ça c'était une des premières étapes de ma prise de conscience, de la propagande médiatique déjà à l'époque. Et puis je ne vais pas vous faire la liste de toutes les propagandes médiatiques qu'il y a eu ces dernières années. Il y a 30 ans, il y a Timișoara en Roumanie jusqu'à que sais-je, Chavez, ce qu'on nous a raconté comme conneries sur l'Iran, la Libye, la Syrie, et en ce moment la Russie, etc. etc. Tout ça, c'est seulement des conneries. Si vous voulez en savoir plus, lisez ou écoutez les médias mensonges de notre ami belge dont le nom m'échappe tout d'un coup, c'est pas grave, vous allez le retrouver. Et bref, vous allez découvrir à quel point on nous ment constamment dans les médias, en Yougoslavie, et même pour des histoires bien plus importantes et plus anciennes, malheureusement. Alors, quand on a un été si riche d'informations, il faut prendre un peu de temps. Donc, vous avez vu, j'ai peu réagi sur les réseaux sociaux, sur mon Facebook, ou évidemment ici sur YouTube, par rapport à ce qui est arrivé cet été. Et en fait, je voulais vous remettre ça dans le contexte qui est lié à ce que j'avais écrit déjà il y a quelques années dans Survivre à l'effondrement économique, puisque tout ce qui se passe dans cet été est là. Soit dans les petites histoires, la barbarie de certains groupes paramilitaires sur les civils, c'est là. La lutte pour les territoires pleins de ressources, c'est là.
la panique des États-Unis pour essayer, malgré l'évidente décadence et déclin, de maintenir leur hégémonie contre des adversaires que sont par exemple la Russie, c'était là. Et en fait, il faut remettre tout ce qui s'est passé cet été dans un certain contexte, je vais le poser. Voilà. C'est que nous sommes dans un monde qui est en train de changer à très grande vitesse. Tout d'abord parce que la puissance économique dominante et même militaire dominante de ces 30 dernières années, les États-Unis, sont en fort déclin. Leurs oligarques, ou en tout cas l'establishment qui contrôle, certains appellent ça l'État profond, qui contrôle les États-Unis, se rendent compte qu'ils perdent la main sur leur économie. Et puis, il y a toute une industrie, ce que Eisenhower appelle le complexe militaro-industriel, auquel il faudrait ajouter la banque et la pharma et le pétrole, si on veut, qui ne veulent pas lâcher prise sur un système qui leur fait gagner énormément d'argent. Et ce système, c'est essentiellement un système basé sur une économie américaine extrêmement gourmande justement en ce que produisent ces entreprises, donc armement pour les guerres à l'étranger, produits pharmaceutiques et médecine pour les gens qui sont malades et qui mangent mal, l'agroalimentaire fournit de la nourriture dégueulasse, mais ce sont des milliards et des milliards de dollars tous les jours qui sont engrangés en profit. La finance crée de la monnaie et finalement par les prêts, par les bulles les unes après les autres, fait énormément d'argent. L'industrie du pétrole eh bien, a fait fonctionner toute l'économie et donc également en tire énormément de profit. Et puis, tout cela est permis par un système qui est, en théorie, dirigé par des dirigeants qui sont complètement corrompus. Et donc, cette structure entièrement pourrie, vermoulue et qui ne tient plus debout, eh bien, on sent qu'elle est en train de s'effondrer. Alors, on met des rustines économiques et des petites réformettes par-ci, par-là où on peut, mais on ne peut pas changer fondamentalement le système, puisque les gens le veulent, puisqu'ils en profitent. Et puis, simplement, on voit que les énergies, les matières premières, les ressources, sont la cible des aventures militaires des États-Unis afin de les contrôler. Donc on voit que le Moyen-Orient, mais on a vu la Libye, on a vu qu'il y a une convergence entre d'un côté les États-Unis qui veulent contrôler ces ressources et ces matières premières qui deviennent de plus en plus rares. On sent venir la bulle des gaz de schiste et des pétroles non conventionnels aux États-Unis. On la sent venir, on commence à voir des articles dans les journaux qui vont nous montrer que bientôt, dans 1 mois, 6 mois, une année, ça va exploser. Et quand ça va exploser, vous allez voir les prix du pétrole monter. Ou simplement l'économie vraiment subir l'impact de finalement de ce faux espoir qu'on nous a donné pendant 2 ou 3 ans et qui en fait était faux, et puis on le savait, je vous l'avais dit. Mais nous verrons bien dans une année, vous allez voir, j'ai raison. Après, on voit aussi qu'il y a cette volonté des États-Unis pour maintenir la confiance dans son système et dans sa monnaie, de faire des guerres, de créer du chaos, de créer de l'instabilité, parce que dans un monde instable, et ça a été le cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les grandes fortunes, le capital, il va avoir tendance à se réfugier dans le pays qui est vu comme le plus stable, ou qui certainement a le plus de puissance militaire, et qui donc peut garantir une certaine pérennité donc, du capital, et donc le protéger. Et donc, chaque fois qu'il y a, on a vu, je me souviens quand j'étais gamin, chaque fois que les États-Unis faisaient une action militaire, que ce soit contre la Grenade, ou le bombardement en Libye, sous Reagan, ou à d'autres endroits, le dollar remontait, et donc les gens prenaient leur argent qu'ils avaient durement gagné, l'investissaient en dollars, ou le plaçaient dans des actifs aux États-Unis, et donc cela faisait tenir la monnaie américaine, et certainement, ça montrait une confiance dans le système américain. Or, avec le quantitative easing, c'est-à-dire l'impression de milliards et de milliards de dollars tous les mois, on est passé, alors ça a été un peu réduit, on était passé de 80 milliards, maintenant ils ont réduit, je crois, ils sont à 30-35 par là, sauf erreur. Et à chaque fois qu'ils réduisent, on voit que la bourse en prend un coup. Eh bien, comme cet argent ne peut pas être investi dans l'économie pour faire des investissements d'infrastructures, des investissements qui à la limite pourraient être bénéfiques pour les États-Unis ou pour le peuple américain, mais qui créeraient de l'hyperinflation, eh bien cet argent il n'est pas investi, il est plutôt utilisé pour acheter des actions en bourse, les tenir à un niveau élevé, pour pouvoir dire à tout le monde, voyez que tout va bien, continuez à investir votre argent dans notre système boursier,
pas dans l'économie réelle, dans le système boursier qui permet de faire gagner de l'argent à ceux qui sortent et donc de faire tourner les intérêts, de faire tourner l'argent donc avec les taux d'intérêt qui font engranger beaucoup d'argent pour le système financier et pour les prêteurs, et puis également de faire monter les actions et pour que les gens qui avaient investi dans le passé puissent en sortir et s'en mettre plein les fouilles. Maintenant, il faut pour ça créer du chaos. Alors, soit par incompétence, soit par plan, on voit que les États-Unis ont un plan, en tout cas à long terme, alors est-ce qu'il est plus ou moins réussi ou pas, ça peut vraiment se discuter, de mettre et de créer du chaos à travers le monde. Et si on ajoute à cela le vieux plan que Zbigniew Brzezinski a mis en place et qu'il a expliqué dans ses livres, notamment dans le Grand Échiquier, de démembrer ou en tout cas de contrôler la Russie, qui est le dernier endroit où il y a énormément de ressources naturelles, notamment du gaz, mais aussi beaucoup de pétrole et d'autres minerais, eh bien, on voit que on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, par exemple, en Ukraine, sans comprendre cette tendance lourde. Alors, prenons petit à petit les événements que j'ai remarqués comme étant très importants. Alors, j'ai parlé de la petite crisounette en bourse. Il y a quand même eu 5-6% de baisse en début du mois d'août, en tout début du mois d'août, fin du mois de juillet, début du mois d'août. Et donc, clairement, dès que la Federal Reserve, Madame Yellen, dès qu'elle a annoncé une baisse de l'injection monétaire dans le système, tout d'un coup, paf, le système boursier a un petit saut, évidemment, vers le bas. Et puis, finalement, on a rassuré comme quoi les taux d'intérêt n'allaient pas augmenter et les bourses ont repris un petit peu leur marche. Complètement artificielle, bien sûr. Mais enfin, c'est intéressant de remarquer la causalité. Ensuite, on voit aussi, on parle d'économie, on voit que pendant les grandes vacances, les mauvaises nouvelles ont été annoncées. Les reprises, il n'y a pas jamais eu de reprise, mais en tout cas, les chiffres de croissance trimestrielle américains ont été quasiment nuls, ont été très très bas. Même l'Allemagne en Europe, elle a eu des chiffres très très bas, et les autres pays également, en tout cas en Occident. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est quand on annonce ces chiffres de croissance, il faut systématiquement enlever 2 ou 3%, parce que ça, c'est un peu la magouille comptable qu'on a mis. Donc la réalité, c'est que nous sommes dans des économies en récession. Voilà, on le sent autour de nous, on voit au nombre de chômeurs, on le voit en vacances que les gens dépensent vraiment moins, ou ne partent plus, ou partent moins longtemps, ou prennent des vacances beaucoup moins chères, etc. Ça se voit, tous les restaurateurs vous le disent, tout le monde, vous pouvez l'observer autour de vous, c'était flagrant, et je l'entends à travers de gens. J'ai la chance d'avoir plus de 8000 personnes qui me suivent sur Facebook, et donc je reçois beaucoup de messages de gens qui confirment cela, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Amérique ou partout en Europe. Et donc, voilà, l'économie ne va pas bien. Ensuite, il y a eu dans les événements internationaux pas mal d'événements. Alors, commençons par celui qui est en cours, qui est lié à l'Ukraine. Alors, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo, vous pouvez la retrouver ici sur ma chaîne YouTube, sur ce qui s'est passé en Ukraine jusqu'au moment où la Russie a repris le contrôle de la Crimée. Donc, moi, je pensais que ça allait s'arrêter là, parce que ça avait du sens de s'arrêter là. Tout le monde pouvait gagner. Les Ukrainiens lâchaient un peu du lest, et donc se retrouver au pouvoir, sachant que c'est un pouvoir non légitime, puisque c'est un coup d'État qui s'est passé. Mais finalement, ils auraient pu s'arranger avec les minorités les minorités russophones de leur pays, qui sont notamment dans l'est du pays. La Russie était contente, puisqu'elle a réussi à sauver la seule chose vraiment fondamentalement, stratégiquement importante, qui est la Crimée, qui est vitale pour la sécurité de la Russie. Et puis finalement, tout le monde allait être content, mais non. En fait, les gens qui sont au pouvoir en Ukraine et qui sont évidemment aux ordres des États-Unis, tout comme l'Union européenne est aux ordres des États-Unis, eh bien non, ils ont un travail, et ce travail, c'est de créer la guerre avec la Russie. Et pour ça, ils ont fait tout ce qui est possible pour titiller les Russes, ou pour les forcer à répondre. Il y a eu tout d'abord ces massacres ignobles à Odessa. Alors on ne sait pas qui, mais probablement ce sont des troupes spéciales, des forces spéciales, alors peut-être que c'est même la CIA, ou c'est des mercenaires, mais en tout cas, soi-disant, des militants en fait ukrainiens, mais ça peut être tout à fait, comme je l'ai dit, des forces spéciales, on en reparlera par rapport à ce qui se passe en Irak,
ont massacré des jeunes, des civils qui protestaient contre les nouvelles lois que le gouvernement illégitime ukrainien a mis en place pour limiter la langue russe, qui est quand même parlée par presque 40% de la population en Ukraine, et de limiter l'autonomie linguistique, culturelle de la population russophone. Donc il y a eu un massacre, je ne sais plus, c'était 80 personnes qui avaient été massacrées, on a vu violées, brûlées, enfin torturées, vraiment médiéval, quoi, vraiment moche, quoi. Et les Russes n'ont pas agi. Enfin, le gouvernement de Vladimir Poutine n'a pas bougé. Ils ont protesté, etc., fait de la diplomatie normalement. Ils sont très légalistes. Hein. Poutine est quelqu'un de très, très légaliste. Ensuite, les populations de la partie est de l'Ukraine, bien sûr, ont pris les armes en voyant ce qui va se passer, en s'imaginant, et puis historiquement, ce sont des populations qui, manipulées, ont pu se massacrer les unes les autres dans le passé, donc ont pris les armes et ont réclamé leur indépendance, ou en tout cas leur autonomie. Et là, bien sûr, petit à petit, l'armée ukrainienne a mis en place pesantement, parce que c'est une armée très ancienne, mal équipée, très inefficace, contre ces rebelles, on va appeler ça comme ça, irréguliers, mais finalement, a commencé à combattre, à faire des petites offensives. Et d'ailleurs, on en arrive au point aujourd'hui où petit à petit, avec des bombardements et une avancée quand même d'une armée un peu plus équipée que justement ces rebelles, est en train de terminer de prendre le contrôle totalement de ces régions insurgées. Là aussi, la Russie n'a pas bougé. D'une part parce que, bon, militairement, si elle bougeait, ce serait fini en une semaine. Ce serait réglé. L'Ukraine ne peut pas faire le poids, même de manière conventionnelle, contre les forces armées russes. Cela dit, je pense que, en tant que bon joueur d'échecs et cerveau froid, Vladimir Poutine sait qu'on veut l'attirer dans ce piège. C'est un peu un hameçon. On va faire du mal à des populations russophones et ethniquement russes. On va bombarder les civils, on va tuer des milliers de gens tous les jours, et ce sera monté dans les médias pour que la Russie réagisse. Or, si la Russie réagisse, tout le monde va dire « Ah, voilà, les Russes, fauteurs de guerre, etc. » Vous avez remarqué comme dans les médias occidentaux, ça a toujours été la faute de la Russie. Alors que dans toute cette histoire, ils ont eu une retenue et une décence absolument incroyable. Et on se demande bien qui contrôle les médias, pourquoi ils sont tous à l'unisson. Est-ce que c'est de l'idéologie? Est-ce que les informations sont amenées de manière préformatée? Probablement c'est tout cela à la fois. Et en tout cas, il y a eu un biais anti-russe assez phénoménal. Et cela m'amène à parler de cette histoire de cet avion, le vol MH17. Lorsque j'ai appris ça, j'étais en vacances et je me suis dit, ça m'a fait évidemment froid dans le dos, puisque c'était l'avion, exactement le même vol Amsterdam-Kuala Lumpur que j'ai pris lorsque je suis allé en juin en Kuala Lumpur. Donc un mois après, exactement le même vol. Donc évidemment, étant un être humain pas fait de marbre, évidemment, j'ai une petite pensée pour ces pauvres gens, d'abord les passagers qui ne s'attendent pas du tout à être pulvérisés en vol. C'est toujours dramatique, un accident d'avion. Et puis l'équipage, a priori c'est peut-être un des équipages que j'ai connu qui était dans le vol avec moi, des gens gentils. Et bon, donc au-delà du petit truc pathos humain et qui n'a aucune importance malheureusement dans la macro, dans la vision macro de la chose, eh bien c'est que tout de suite, avant même que l'avion tombe au sol, il y avait déjà des faux témoignages de rebelles russes qui disent « Ah merde, on a tiré un missile, etc. » Tous les journaux ont commencé à sortir « Oui, c'est un missile ukrainien qui a été capturé par les rebelles, qui a été tiré, etc. » Personne n'a vu qu'un missile antiaérien capable d'abattre un avion de cette taille ferait énormément de fumée, donc il y aurait énormément de témoignages, or il n'y en a eu aucun. Ensuite, on a vu que les débris de cet avion arrivé au sol ont été bombardés par l'artillerie ukrainienne, tiens, bizarre, alors que normalement on devrait pouvoir récupérer les cadavres, les crues. Et puis on a vu, encore une fois, il y a des blancs dans cet avion, donc forcément ça a dû faire le scandale en Europe, etc. Et c'est vrai que pour les Pays-Bas, le nombre de gens par rapport à la population, c'est un drame. C'est comme le 11 septembre, c'est plus gros en proportion que le 11 septembre pour les États-Unis. Alors vous allez voir, c'est les mêmes qui ont fait les deux attentats. Et donc c'était d'abord terrible de voir cela. Et puis dès que tous les médias disent la même chose, vous pouvez être sûr que c'est exactement l'inverse.
Donc quand on a dit ce sont les forces pro-russes, voire les Russes qui ont abattu l'avion, vous pouvez être sûr que c'était l'inverse, c'était les Ukrainiens. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de sortir? J'en étais sûr là aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de sortir? On se rend compte que ça aurait été un avion ukrainien qui a abattu, alors on ne sait pas si c'est volontairement ou par erreur. À mon avis, ça ne peut être que volontairement, puisque il y a une théorie comme quoi ils auraient voulu abattre l'avion de Vladimir Poutine qui revenait du Brésil et qui volait à quelques centaines de kilomètres de là. Mais enfin, on voit quand même, pour tirer au canon, on peut voir l'avion, on voit les couleurs, on voit que c'est peut-être pas les mêmes, etc. Mais enfin, admettons, on ne sait pas encore, mais en tout cas, clairement, il a des impacts d'obus, et un avion de cette taille n'est vraisemblablement pas abattu par n'importe quel missile. Alors, si c'est un missile, probablement il va toucher l'aile ou les tuyères, ou en tout cas à côté, et donc, en explosant, les pilotes auraient le temps d'appeler à l'aide ou de lancer un message de détresse, ou en tout cas, on pourra le savoir très très vite dans l'étude des boîtes noires, si elles ne sont pas falsifiées, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, les Russes n'ont rien dit. Et les Américains, de plus en plus, ne disent plus rien sur cette histoire. C'est évident, il y a des satellites de surveillance militaire en orbite qui surveillent cette zone où il y a des combats américains et russes, et probablement d'autres pays également, qui voient exactement tout ce qui se passe au centimètre près sur le terrain. Vous ne vous rendez pas compte les optiques perfectionnées qui sont utilisées et les capacités de l'informatique à détecter tout ce qui bouge, etc. C'est extrêmement perfectionné. Tout avion qui passe sur cette zone, et donc la zone des combats au sens large, on voit exactement ce qui se passe, à quel moment il passe, etc. Donc on a très bien vu, les images vont montrer, les satellites ont très très bien vu qu'est-ce qui s'est passé avec cet avion. Et là aussi les Russes n'ont rien vu parce qu'ils ont la preuve, ils savent exactement ce qui s'est passé. Et donc tôt ou tard ça va sortir. Et donc on voit, au-delà de finalement de cette histoire qui ne sera que anecdotique, on voit que c'était utilisé pour créer de la haine contre les Russes, pour essayer de nous vendre une guerre. Alors ça n'a pas très bien marché. Tout comme l'année dernière, on a essayé de nous vendre l'attaque en Syrie de Bachar Assad, l'attaque chimique contre les civils, alors que c'était justement les rebelles. Et donc on essaye de nous vendre des guerres, on essaye de nous... Donc il faut être très très attentif, et ça c'est un message que j'ai pour vous tous et toutes. Faites très très attention de ne pas gober les messages de guerre et de haine en ce moment qui vont être de plus en plus mis dans les médias. C'est exactement comme ça qu'il y a 100 ans, en 1914, la Première Guerre mondiale a commencé. Pendant des années, on a vendu aux Français la haine de l'Allemand, on a vendu aux Anglais la haine de l'Allemand, on a vendu aux Serbes la haine de l'Autrichien, on a vendu aux Allemands la haine des Russes. Et donc, quand la situation était bonne, les populations sont allées gaiement envoyer leurs enfants, leurs frères, leurs fils, leurs pères se battre pour rien, pour simplement se auto-génocider ici en Europe. L'Europe ne s'en est jamais remise et probablement ne s'en remettra pas pendant des siècles encore de ce qui s'est passé en 14-18. On en reparlera dans une autre vidéo. Et donc, qui dit 14-18 dit Moyen-Orient, puisque c'est en 14-18 que le Moyen-Orient a merdé. Eh bien, en fait, ça commence en 1911, mais je ferai une vidéo là-dessus. Eh bien, là aussi, qu'est-ce qu'on voit au Moyen-Orient? On voit tout d'abord que la Libye, il fallait enlever Kadhafi, vous comprenez, c'était un horrible tyran, et puis il fallait absolument récupérer son pétrole et le remplacer par la démocratie. 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? C'est le chaos total, les différents groupes tribaux et ethniques se battent les uns les autres, c'est le bordel. Et il faudra là aussi le retour d'un homme fort, comme a été Kadhafi, pour reprendre le contrôle. Mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre et combien de milliers de morts vont mourir de manière complètement inutile. C'est un pays riche, c'est un pays développé. Et voilà, il a été renvoyé dans le chaos. Et donc, les responsables de ce crime contre l'humanité, puisque nous sommes dans un monde qui croit au crime de l'humanité, qu'est-ce qu'on attend pour mettre devant un tribunal Cameron d'Angleterre, Obama, prix Nobel de la paix, Sarkozy avec ses talonnettes, lui au moins il ne pourra pas se pendre en prison parce que c'est trop loin, c'est trop haut, donc il ne va pas pouvoir. Et qu'est-ce qu'on attend, l'autre philosophe de mes couilles là, qu'est-ce qu'on attend pour les attaquer pour crimes de guerre, ces gens-là? Qu'est-ce qu'on attend? Donc nous voilà avec un pays en chaos. Et puis ce chaos, ça on l'avait prévu, beaucoup de gens l'avaient dit, Bernard Lugan l'avait extrêmement bien
expliqué. Le chaos de la Libye se déverse sur le Mali, on l'a vu, sur le Centrafrique, et vous allez voir de plus en plus des groupuscules de gens. Vous savez, c'est comme les armées mercenaires. Kadhafi avait stipendié énormément de soldats de toute l'Afrique, notamment des pays de la ceinture saharienne, Niger, Mali, Tchad, etc., qui faisaient une sorte de garde panafricaine qui servait à sa sécurité. Ces gens se retrouvent armés sans travail. Certains sont plus ou moins capables d'aller servir d'autres causes si nécessaire, si l'argent est là. Et donc nous voyons justement des gens qui étaient encadrés avant partir de manière chaotique à travers l'Afrique. Et c'est donc un excellent prétexte pour que les États-Unis, en l'occurrence, ils ont fait bosser la France. Comme ça, c'est des soldats français qui meurent, pas les Américains. Pour contrôler les ressources énergétiques de cette région. Il y a de l'uranium, il y a du charbon, il y a du pétrole, et il y a toutes sortes d'autres minerais qu'il est bon de contrôler pour justement que l'économie américaine ne s'effondre pas. Ensuite, qui a créé la rébellion? Qui ont été les auxiliaires? Puisque l'OTAN n'a fait que des frappes aériennes contre la Libye. Qui étaient vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 ans, qui étaient ces rebelles? Et bien on se rend compte que c'est beaucoup il y avait des forces spéciales européennes, bien sûr, de l'OTAN, mais il y avait aussi qui encadraient des milices, des irréguliers, donc des forces de gens venus du pays du Golfe. Beaucoup de Saoudiens. On va en reparler. Et avec beaucoup d'argent saoudien et du Qatar. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a que ces rebelles qui ont été aguerris en Libye, avec les stocks de l'armée libyenne, des stocks considérables. L'armée libyenne avait des stocks d'armement incroyables par rapport à sa taille. C'est parce que Kadhafi, pour faire plaisir à ses différents fournisseurs, et c'était une manière de faire des affaires, avait acheté des quantités, je sais pas, ils avaient plus de chars que de pilotes de chars, ils avaient des avions, et surtout énormément d'armes d'infanterie. Eh bien, avec ces armes et énormément de volontaires, qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite? Eh bien, ils ont pris ces troupes irrégulières et ils les ont amenées par la Jordanie, par la Turquie. C'est un vrai nid d'enculés en cette région. Hein. Les gens n'ont aucun souci des populations et ils laissent faire des mouvements assez incroyables. Et donc, il y a eu des centaines de milliers de rebelles, mais en fait, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des mercenaires de toute cette région qui sont allés en Syrie. Et donc ça fait maintenant pas mal d'années que la Syrie est en chaos. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que ce sont les mêmes, les Obama, les Cameron, les Hollande, Fabius et d'autres, qui ont soutenu ces rebelles islamistes anti-Bachar el-Assad en Syrie, puisque Bachar el-Assad, c'est un affreux dictateur laïque, où les femmes sont respectées dans son pays, où il y avait énormément de liberté en réalité. Moi j'étais en Syrie, c'était un pays magnifique, il n'y avait pas de police dans les rues, c'est un pays où on est beaucoup plus libre qu'aux États-Unis. Mais non, là aussi les médias nous ont fait croire que c'était un affreux dictateur horrible, parce qu'on ne peut pas être islamiste, on ne peut pas égorger les gens dans la rue. Ben voilà. Donc quelques années de guerre civile plus tard, fort heureusement et grâce à la Russie, probablement il y a eu des volontaires russes ou des forces armées russes qui ont intervenu, eh bien l'armée syrienne loyaliste, et grâce également au Hezbollah au Liban et aux milices chrétiennes, parce que les islamistes, enfin les jeunes armés, financés et armés par les pétromonarchies du Golfe et par l'OTAN, eh bien vous allez voir, c'est aussi des tarés, et ils ont commis des exactions terribles en Syrie. Tout ce que vous avez pu voir, tous les crimes en Syrie, c'est essentiellement ces gens-là qui les ont faits. Et donc, nous, je ne devrais pas dire non, pas du tout. Ces gens que je viens de citer, ces criminels de guerre, ont financé, ont armé et ont entraîné ces gens pour créer le chaos en Syrie. Là aussi, où il est le tribunal de Nuremberg pour ces gens-là? Où il est? Où est le père de famille syrien qui a perdu ses enfants, qui prend un fusil et il va faire un carton contre ces gens-là? Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je ne dis pas que je le ferais. Mais si j'étais à la place d'un de ces mecs qui a perdu sa famille, qui a perdu ses enfants, je réfléchirais. Où est la justice? Eh non, il n'y en a pas. Et les journaux, les médias
toujours à nous dire « Ah, les gentils rebelles, les gentils rebelles ». Sauf que là, les gentils rebelles, comme ils se sont pris une rouste, ils se sont réfugiés dans le désert, donc à l'est de la Syrie et dans l'ouest du nord-ouest de l'Irak. Ils se sont regroupés, ils ont reçu des uniformes, de l'armement neuf. Vous avez vu les photos de l'ISIS, l'État islamiste? Ils ont tous des uniformes neufs, ils ont une Rolex aux mains, ils sont tout bien organisés avec des armes neuves, etc. Et c'est pas le Père Noël qui les a équipés, qui les a entraînés. C'est encore une fois l'OTAN, ce sont les pétromonarchies du Golfe, c'est essentiellement l'Arabie Saoudite. Et ces gens, qui sont-ils d'ailleurs? Eh bien, il faut le dire, nous avons un pays comme l'Arabie Saoudite avec une explosion démographique gigantesque. Et oui, parce que déjà, les riches ont beaucoup d'argent et ils peuvent se taper plusieurs gonzesses, ils peuvent marier 3-4 gonzesses. Les pauvres, alors eux, ils reçoivent 3-4 000 euros par mois pour rien foutre. Chômage de masse, ils sont nombreux, ils n'ont pas de gonzesses. Au bout d'un moment, entre 15 et 25 ans, et en plus, ils ont un système éducatif où ils lisent qu'un seul livre qui est le Coran, avec une interprétation particulièrement salafiste, l'approche des Saoudiens, la lecture du Coran faite par les Saoudiens, elle est extrêmement hard. Hein. C'est pas la partie gentille, sympa, c'est la partie coranique hard, parce qu'il y a les deux dans le Coran. Eh bien, ces gens-là, on leur a proposé d'aller se battre, de faire la djihad, ils auront leurs 72 vierges. Peut-être qu'on leur a pas dit, peut-être les vierges, c'est pas des filles, hein, c'est peut-être des mecs, hein, donc ils vont se faire enculer dans le paradis donc ce sera un monstre macron, on n'en sait rien. Mais enfin, c'est con, ils y vont. Au lieu de faire des études, au lieu de vivre leur vie, au lieu de, ils n'ont pas, ils ont pas le niveau. On leur a pas donné l'opportunité. Et donc, tu as tous ces jeunes, malheureusement, qui vont se faire encadrer, entraîner, et qui sont une sorte de Hitler-Jugend et encore, c'est salaud pour la Hitler-Jugend, quoi. Franchement, ils ne méritaient pas cette comparaison. Je suis désolé. Entschuldigen Sie mich. Et bref, on se retrouve avec ces gens fanatisés, un peu tarés, qui sont lâchés. En plus avec des Toyota bien neuves, on voit bien le financement et l'équipement d'où il arrive. Voilà quoi. Et qui ont commencé à prendre un contrôle et qui ont eu des stratégies de la terreur, comme ce qui avait été en Syrie. Donc ce que les gouvernements français, anglais, américains et OTAN en général, donc ça inclut les Espagnols, les Belges, les Italiens, les Polonais, les Allemands ont financé, parce que c'est l'OTAN, eh bien ont amené ces gens à aller massacrer des populations civiles, notamment des minorités chrétiennes, mais pas que, hein. Franchement, ils ont massacré tout le monde sur leur passage. Alors, c'est des petites communautés. D'ailleurs, par parenthèse, putain, ça fait 30 ans que l'Irak, c'est dans le chaos, et tu as des communautés qui sont minoritaires, et ils ne sont pas armés jusqu'aux dents, ils ne sont pas organisés en milice. Putain, les mecs. Donc, moralité pour nous autres en Europe, organisons-nous, parce que ce qui arrive là-bas, ça va arriver chez nous. Hein. Rappelez-vous, je vous le dis. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces milices qui se sont organisées autour de ce qu'ils appellent l'État islamique, eh bien, agissent avec une barbarie inouïe, sont capables d'organiser en plus une communication média via Internet assez efficace. Et là, tout d'un coup, surprise, tous les médias occidentaux nous disent « c'est des méchants, c'est des horribles, c'est des barbares, c'est le Moyen-Âge ». Et moi y compris. Lorsque je vois les images de décapitation d'enfants enterrés vivants, de femmes vendues, je me dis, mais quelle horreur, et la haine monte en moi. Et tout le monde sait que la haine est une mauvaise conseillère. Parce que qui dit haine dit tout mettre dans le même sac, et ensuite se dire, ah, c'est Bougnoul, c'est les islamistes, l'islam. Et donc, ensuite se dire, ceux qui sont chez nous, c'est les mêmes. Alors on peut critiquer l'islam, on peut critiquer toutes ces religions, il faut le faire. Mais attention de le faire à la tête reposée, l'esprit clair, et pas sous influence des médias. Et encore une fois, quand tous les médias disent la même chose au même moment, vous pouvez être sûr que c'est inverse. Et donc je me suis dit, mais est-ce que ces images sont vraies? Est-ce que c'est vrai? Alors bien sûr, je vois des images de têtes décapitées, mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ou est-ce que c'est une mise en scène? Je n'ai pas la réponse, j'en sais rien. Et je pense que probablement c'est vrai. Mais je me pose la question, qui a vraiment ordonné ça? Qui sont les mandataires? Ce sont les mêmes. C'est l'OTAN. Avec des forces spéciales qui entraînent ces gens, avec des forces spéciales probablement des pays du Golfe, et des États qui soutiennent ce terrorisme. Le terrorisme individuel, ça n'existe pas. Ça s'appelle un coup de folie, ça s'appelle un crime passionnel. Le vrai terrorisme, et donc ces actes de terreur barbares, ce sont les États qui les organisent. L'État islamiste n'est pas né comme ça
d'une fleur un matin au lever du soleil avec la rosée. Non, non, c'est ceux qu'on a organisés, ceux que les prix Nobel de la paix et les dirigeants européens de merde ont organisés en Libye, en Syrie et maintenant en Irak. Alors ça sert à beaucoup de gens. Vous allez me dire, cui bono, toujours regarder à qui sert. Ça peut servir à créer l'anti-islamisme, l'islamisme en Occident et aux États-Unis. Ça peut servir à justifier les interventions militaires. Encore une fois, il y a de l'argent derrière. Chaque fois quand on bombarde un pays, il y a des bombes qui partent, il y a des munitions qui sont dépensées, il va falloir les racheter, et donc c'est de l'argent et des commissions. Ça peut aussi servir à créer justement des tensions ethniques chez nous, dans nos pays, afin que l'on ne voit pas les problèmes économiques qui sont en train d'arriver et qui sont en train de devenir gigantesques. Ça aussi, c'est dans mon livre, hein, Survivre à l'effondrement économique. Et puis, je voyais en fait, ce qui m'a vraiment fait penser à ça, c'est que on a vu ce journaliste américain, je crois qu'il s'appelait Foley, qui a disparu, il a été capturé il y a 2 ans, se faire, soi-disant, exécuter. Alors, lorsqu'il y a des images de décapitation, il y a des sites où on montre des décapitations, etc., on voit en général quelqu'un qui a peur, soit encagoulé pour qu'il ne comprenne pas ce qui se passe, ou alors s'il n'est pas encagoulé, on voit dans ses yeux qu'il est terrifié, on est avec un couteau, on l'égorge, on hurle à l'Akbar, il y a du sang qui gicle partout, c'est dégueulasse, c'est ignoble, c'est barbare. Là, on voit une image parfaitement bien filmée, très professionnelle, on voit le type qui explique parfaitement bien, avec une diction impeccable, sans stress dans la voix, que voilà, les États-Unis c'est des méchants et que s'ils meurent c'est à cause d'eux, etc. On voit le type dire quelque chose en anglais, là, le djihadiste britannique, dire oui voilà, c'est ce qui va arriver à tous les ennemis, blablabla, les Américains, bien fait pour votre gueule. Et ensuite on voit une image un peu brouillon, alors qu'avant c'était super net, on voit une image un peu brouillon, le mec qui se fait scier la gorge, soi-disant. Ensuite on voit une tête floue sur le corps, etc. Bon. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des vraies images, peut-être qu'effectivement, ça c'est l'image que j'ai vue sur Internet, qui est une image floutée exprès pour pas heurter ma sensibilité. Mais en tout cas, si c'est ça, c'est les images, le mec il n'a pas été décapité là, hein. Ou en tout cas il n'a pas été décapité. Si ça se trouve, voilà ma théorie à 2 balles, ma théorie à complot, c'est que le type, c'était un journaliste très anti-américain. Il s'est fait capturer, syndrome de Stockholm, il s'est converti à l'islam, il est devenu... il a pris fait et cause pour ces rebelles en Syrie. Et il a mis en scène, cette mise en scène, il y participe de plein gré et il répète parfaitement son truc. En fait, il n'a pas été tué, ça se trouve, il est en train de combattre avec eux. Alors, je veux pas... mais c'est une théorie. Une théorie, elle demande d'être prouvée ou pas. Mais voilà ma théorie. Et donc, en fait, c'est des opérations psychologiques. Et donc, c'est utilisé par tous les médias pour dire, voyez à quel point c'est des barbares, etc. Et croyez-moi, moi je pense que c'est des barbares, hein, ces mecs. C'est des abrutis. Ils sont encadrés par des cadres, des forces spéciales américaines, de la CIA, peut-être même du Mossad. Mais en tout cas, les bases, les troufions, c'est des abrutis. Et probablement, ils commettent ces exactions, ce viol, ces viols de femmes, ces ventes d'esclaves. Et ils donnent l'image qui est la pire possible de l'islam, qui est peut-être une image réelle. L'islam a beaucoup de facettes, comme toutes les religions. Et donc, cette manière de le montrer de manière extrêmement négative, ça peut aussi servir, ça peut servir Israël, qui en ce moment, on va en parler, a ses problèmes par rapport à Gaza, et commet un certain nombre d'actions qui ne passent pas très bien dans la presse non plus. Nous avons également, comme je l'ai dit, les gouvernements occidentaux qui sont en crise et qui savent que la crise va empirer, et qui savent que maintenant la rentrée va être difficile, et qui ont envie peut-être avec la poudre de perlimpinpin, le miroir aux alouettes, de montrer que, voilà, regardez, le vrai problème, c'est les gros barbus en Irak. C'est un problème, mais peut-être que le gros problème, c'est que nos économies sont en train de s'effondrer et qu'ils sont incapables de résoudre cette problématique-là. Donc, il faut être très, très attentif. Donc, je vous ai sorti ma théorie un peu comme ça. Je ne suis pas la seule à penser ça. Mais enfin, mon instinct me dit que j'ai raison, mais si ça se trouve, j'ai complètement tort et que le type, il a vraiment été tué. Et donc, à ce cas-là, je ferai mes excuses pour avoir raconté une connerie sur une vidéo. Mais enfin bon, ça pue cette histoire, ça pue. Bref, Gaza. Alors là aussi, c'est intéressant, on voit que pour les quelques personnes qui s'insurgent contre les années de guerre civile et de destruction et de massacres en Libye, en Syrie,
Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Tout d'un coup, il y a 10, 100 fois plus de personnes qui s'insurgent contre ce qui se passe à Gaza. Alors soyons clairs, moi je le dis, et je le dis à tout le monde, je ne suis pas d'accord, et je pense que le gouvernement israélien, les gouvernements successifs israéliens depuis même 40 ans, font conneries sur conneries dans leur gestion ce qu'on appelle les territoires occupés, donc la Cisjordanie et Gaza, et surtout Gaza. Je veux dire, c'est débile. Évidemment que les mecs, ils vont tirer des roquettes dessus, ils sont dans un camp de concentration, ils sont 1 million sur 70 km², ou je sais pas combien de kilomètres carrés. Évidemment, ils en ont plein de cul, évidemment qu'ils vont voter, avant ils avaient l'OLP, et ensuite, maintenant on leur a donné l'opportunité, et Israël a une grande responsabilité dans la création du Hamas. Et maintenant, voilà, ils ont le Hamas, c'est des mecs avec qui on peut encore moins discuter, parce que les mecs, ils sont... Bah, c'est Dieu, quoi, donc s'ils meurent, ils s'en foutent. Donc, ils ont une optique de guerre totale. Israël ne peut pas faire une guerre totale, il peut faire des guerres de temps en temps, des bombardements, évidemment ça déconne, ils bombardent comme des glands, ils mettent des centaines de tonnes de bombes sur des maisons, en plus ils essayent, enfin, moi des fois je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'ils foutent dans le marketing, parce que je sais que la diaspora juive à travers le monde, elle soutient Israël, mais putain les mecs, par exemple, ils disent, le Hamas utilise des femmes et des enfants pour se protéger. Bon, alors soit c'est vrai, et dans ce cas-là, ben pourquoi tu bombardes, connard? Enfin, je veux dire, t'es con, quoi. Tu sais qu'il va y avoir des morts de femmes et enfants, et donc t'auras l'air con dans la presse internationale. Bon, soit ils le font pas, et à ce moment-là, ben, pourquoi tu bombardes quand même? Et puis en plus, c'est vraiment un petit territoire, donc forcément il va y avoir des trucs. Alors soit tu t'en fous complètement parce que tu te dis, bah, dans la Torah c'est nous le peuple élu, donc les autres c'est des animaux, on en a rien à foutre, on bombarde. Bon. Moi, la plupart des juifs que je connais, ils pensent pas comme ça. Hein. Moi, tous les juifs que je connais, ils pensent pas comme ça. Ils n'ont pas cette approche suprémaciste. Ben, peut-être qu'il y en a, j'en sais rien. C'est possible. Mais le truc, c'est que c'est toujours la question, c'est quel est le résultat final? Parce que moi, si je gagne et que je massacre des populations civiles, bon, peut-être que c'est encore envisageable. Mais si je bombarde, si en plus je perds, c'est-à-dire que au Liban, c'était une défaite. La dernière fois que vous avez bombardé, que l'Israël a bombardé Gaza, c'était une catastrophe au niveau du public, au niveau des annonces. Donc pourquoi continuer? Je veux dire, au bout d'un moment, les mecs, soyez grands et vous dites, bon écoute, on vous double la surface, on va vous donner du territoire, on s'en fout, on enlève, voilà, on double la surface de Gaza, on vous met un aéroport, un port, on fait un mur de 50 mètres, on veut plus jamais rien avoir avec vous, effectivement on a des trucs antimissiles s'il faut, et on vous donne liberté totale. Faites ce que vous voulez dans ce territoire qu'on vous a agrandi. On vous donne des plantes, on vous vend des arbres, on vous pose des machins. De toute façon, la communauté européenne, elle paye pour les mecs qui habitent à Gaza. Donc, voilà. Et ils veulent plus rien avoir. On ferme tout, on vous met une centrale électrique, on vous donne les eaux territoriales qu'il faut, on met des barrières pour que pour vous rester chez vous. Genre, Israël n'a plus rien à voir à faire avec vous. Après, on bombarde pas et on discute et on fait du commerce. Et puis le gaz qu'il y a sous terre, parce que c'est là le truc intéressant, c'est qu'au large de Gaza, il y a énormément de gisements de gaz. Et puis il y a les nappes phréatiques sous Gaza. Enfin, ça peut se négocier, les mecs, vous n'êtes pas obligés de tout prendre, surtout si vous passez comme pour des cons devant le monde entier. Putain, réfléchir, quoi. Et bref, donc moi, comme je dis, les Israéliens, en plus, c'est un peuple qui m'est super sympathique, je le dis toujours, et je sais qu'il y en a que ça vous énerve que je dis ça, parce que vous avez 3 neurones, et puis surtout parce que vous ne connaissez pas. Mais putain, le gouvernement israélien, depuis 50 ans, depuis 40 ans, vous faites que des conneries. C'est pas possible, quoi, en politique extérieure. Putain, réfléchissez 2 secondes, enfin, je sais pas, si vous voulez, moi, pour 1000, 2000 euros 3000 euros par jour, parce que vous êtes des amis, je viens et je vous résous tout le problème du Moyen-Orient en 2 semaines. Hein. C'est pas cher. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de commission sur les ventes d'armes. Parce que chaque fois qu'il y a un bombardement de quelque part, en Syrie, au Liban, en Gaza, etc., il y a des petits margoulins aux États-Unis et en Israël qui remplissent les stocks d'armes qui ont été utilisés, et à chaque fois, c'est des milliards de dollars. Là, je crois que c'est 3 milliards de dollars. À chaque fois, il y a 10-15% de commissions qui partent à droite et à gauche. Donc, encore une fois, le peuple israélien, il est pris en otage par ces gouvernements corrompus, comme les autres, et comme chez nous. C'est pareil partout. Encore une fois, les peuples ne veulent pas de guerre, les peuples veulent vivre en paix, les peuples veulent vivre en harmonie et pas se taper sur la gueule, du moins la plupart d'entre eux. Et à chaque fois, on a, parce que nous ne sommes plus dans des démocraties, des dirigeants qui ont trouvé le moyen de s'en mettre plein les poches, quitte à ce que ça signifie des milliers de morts régulièrement, par-ci par-là. Et ça,
Bon, moi, je suis plus un mec révolté, je m'en fous. Après tout, de toute façon, on va aller dans des années tellement destructives, destructrices, qu'à la limite, je m'en fous. Mais enfin, je le remarque. Et donc, c'est intéressant de voir cela. Donc, encore une fois, c'est un sujet, dès qu'on parle d'Israël, il y a des mecs qui vont me dire « Oui, t'as critiqué l'Israël, antisémite, blablabla. » On s'en fout, de toute façon, antisémite, de nos jours, ça ne veut plus rien dire. Plus personne n'y croit. Je veux dire, vous avez utilisé le truc jusqu'à la corde, c'est fini, quoi. Et en plus, franchement, ça ne veut rien dire, en l'occurrence. Et de l'autre côté, t'as les mecs « Ouais, t'as pas dit qu'Israël, c'est le démon incarné, le diable, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on a sorti régulièrement? Oui, que les juifs, genre... putain, les mecs, putain, tire-toi une branlette dans un coin, calme-toi, mets-toi un seau d'eau. Il y a la mode de se jeter des seaux d'eau sur la tronche. Vas-y, tu vas voir. Calme, les mecs, réfléchissez, encore une fois, réfléchissez par vous-même. Donc tout ce que je viens de vous dire, à la limite, vous en avez rien à foutre. Ce qui est important, c'est de réfléchir par vous-même. Voilà, donc c'était un petit peu pour les actualités de cet été. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Je ne sais plus. En tout cas, toujours se méfier de l'été. On a vu là des dernières années. C'est l'été où on nous passe des mesures d'austérité. C'est les étés où on nous met des arnaques à travers le monde. Et donc, faut toujours être très attentif. Alors, je regarde les notes que j'avais prises. Bon, il y a tout ce qui est en France, on s'en fout. Ça, c'est pas très important. Non, l'Irak, la Libye, l'Afrique, non, je dirais que c'est à peu près tout ce qui s'est passé. C'était un été bien chaud, en fait. Pas pour le climat, mais pour l'actualité internationale. Donc voilà, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Allez bosser, surtout préparez-vous. Car quand vous voyez tout ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est chaud, les mecs. Ah oui, j'ai oublié l'autre truc important. Ebola. Bon, bref, donc Ebola qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest, ce coup-ci, d'habitude c'est le Zaïre. Donc, comment il est passé du Zaïre à l'Afrique de l'Ouest? Trafic de viande, voyage aérien, quelqu'un qui l'a pris exprès, on ne sait pas. Bon, bref, moi ça m'a fait flipper un truc de l'Ebola, parce que s'il y a un truc auquel je suis... Vous voyez, quand on se prépare, l'être humain, il a tendance à essayer de couvrir, même si on sait au fond de nous qu'on n'est jamais 100% préparé, et qu'on ne peut pas être prêt à tout, on essaie de se dire, bon voilà, j'ai une bonne défense, donc s'il y a des connards qui viennent chez moi, je peux me défendre. J'ai de quoi bouffer, comme ça s'il y a une pénurie d'alimentaire, j'ai de quoi bouffer. J'ai un filtre à eau, si l'eau est contaminée, j'ai de quoi travailler. Donc vous faites votre liste, vous dites, ouais c'est bon, l'eau c'est bon, l'énergie, j'ai les panneaux solaires, c'est bon. L'Ebola, t'as un mec dans le métro, il te regarde avec ses yeux de poisson frit, de gros abruti, il te vomit dessus, il te crache dessus, il t'éternue dessus, tu viens de choper l'Ebola. Bon, déjà, tu vas me dire pourquoi est-ce qu'on prend le métro. Moi, je vais jamais en Afrique, donc je prends pas le métro. Mais, plaisanterie à part, ça peut arriver à tout le moment. Je crois qu'on touche ces muqueuses du visage plus de 160 fois par jour, 600 fois par jour. Quelque chose comme ça, enfin beaucoup. Et donc, toi, tu as ta main sur le truc où le mec a léché, qui avait été plein d'Ebola, il a craché dessus. Ensuite, tu touches, tu machin, et ça se trouve, tu l'as chopé. Donc ça, c'est chiant, mais c'est très très difficile de se prémunir contre ça. En plus, c'est con, au lieu de fermer les zones, au lieu d'isoler les zones, de faire mettre une quarantaine dans les zones qui sont infectées, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent partir tout le monde en avion. Alors, il y en a aux États-Unis, alors il y a eu des cas maintenant en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, etc. Alors, j'ai commencé un petit peu à flipper cet été. Alors, heureusement, j'ai des potes médecins, je suis allé voir l'OMS, je me suis renseigné un petit peu sur Internet. Bon, c'est bien que ce soit une maladie extrêmement grave, avec un taux de mortalité, je crois, l'occurrence, cette souche-là fait plus de 60%, eh bien, elle a tendance à ne pas toucher énormément des gens en très bonne santé, et surtout, elle est relativement facile à contenir et relativement peu contagieuse, elle est heureusement pas aérienne, etc. Alors en plus, dès qu'on a commencé à parler de vaccins, je me suis méfié, parce que quand on essaye de faire peur et de vendre un truc, alors je sais, vous allez dire, toi tu vends des sacs à dos, etc. Ok. Mais enfin, t'es pas obligé de les acheter. Et donc le vaccin non plus, on n'est pas obligé d'acheter leur truc. Donc il y a quand même une histoire assez intéressante à aller chercher là derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a fait bouger des gens qui sont infectés? Bon, ça a l'air de ne pas être la maladie si violente et si contagieuse que ça. Et c'est vrai que sinon,
on aurait eu déjà des hécatombes dans des grandes villes africaines comme Lagos, comme Freetown, ou même d'autres villes de cette région qui sont très grandes. Hein. Je veux dire, la promiscuité dans ces villes africaines, pour ceux d'entre vous qui connaissaient l'Afrique comme moi, elle est très très grande. Je veux dire, il y a énormément de gens, les gens mangent sur la même table, ils partagent souvent les... Enfin bref, donc l'hygiène telle qu'on la connaît en Occident n'est pas du tout celle qu'on pratique en Afrique, et même la promiscuité sexuelle est genre immense là-bas. Je veux dire, j'allais dire, c'est une immense boîte échangiste d'1 milliard de personnes, l'Afrique, mais enfin pas loin, quoi. Mais il y a des trucs bien, hein, c'est sympa. Mais quand il commence à y avoir des maladies qui se baladent, bon. Donc ça se balade pas autant. Ça se balade pas autant. Donc c'est bien. Donc ça, c'était un peu le truc que je voulais, qui me rassure, parce que là, l'Ebola, c'est hard, quoi. Donc voilà, donc on va pas pouvoir danser la danse de la mort, la danse macabre de l'Ebola en cette fin d'année. Et puis de toute façon, je danse très très mal, donc vous voulez pas me voir danser. Voilà, donc nous sommes aux 3/4 de 2014. Il reste encore 3-4 mois avant la fin de l'année. C'est une année bien chaude 2014, hein, mais je vous l'avais dit, je crois. Et donc on verra 2015. 2015, ça va faire mal. Préparez-vous, vous êtes avertis. À très bientôt.